Bonjour, bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver encore pour cette nouvelle séance, la quatrième de notre série de formations consacrée au plaidoyer. Je me réjouis que vous soyez encore tous connectés aujourd'hui. Et donc, je sais que vous avez un agenda assez chargé au niveau de vos organisations respectives, mais vous avez pris sur vous le soin de vous connecter et de participer à cette séance. Donc, je vous en remercie. Il n'y a pas de changement majeur par rapport à ce que nous rappelions d'habitude au début des webinaires. C'est, voilà, si vous voulez poser des questions, il y a le panneau réaction en bas qui vous permet de lever la main. Vous pouvez à tout moment intervenir puisqu'il s'agit d'une présentation interactive qui, voilà, permet à tout un chacun de pouvoir intervenir à tout moment. Et aussi, voilà, aujourd'hui, notre séance, c'est la quatrième et je voudrais vous rappeler que nous avions commencé depuis la première séance et Fanacina va nous projeter la présentation du jour et qui va nous permettre de rappeler un peu ce que nous avions déjà fait lors des précédentes sessions. D'abord, nous avons parlé de l'analyse de contexte ou le diagnostic de situation. Ça, c'est très important. Nous avons vu les méthodes et outils d'analyse contextuelle et d'analyse préalable. Lors de la deuxième séance, nous avons vu les stratégies et les activités de plaidoyer. Là, on a vu les choix de stratégie, l'analyse des acteurs, la planification des activités. Et lors de la troisième séance, nous avons vu comment est-ce qu'on peut préparer une initiative, comment est-ce qu'on peut préparer une rencontre avant d'aller voir une autorité, donc la préparation, la rédaction, la diffusion de messages à travers différents canaux. Donc aujourd'hui, c'est la quatrième séance et nous allons voir 5 points principaux. Le premier, c'est la participation des enfants dans un processus de plaidoyer. Le deuxième, le fondement juridique de la participation des enfants. Le troisième point, c'est la préparation des enfants au plaidoyer. Le quatrième, la planification de la participation des enfants aux différentes étapes du plaidoyer. Et enfin, le dernier, c'est la synthèse et la mise en pratique. Donc, dans cette séance, nous abordons un point essentiel. On parle tout le temps de la participation des enfants. Et tout le monde est attaché à la participation des enfants parce que c'est capital pour respecter ce que nous appelons le sacro-saint principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faudrait que l'enfant puisse participer. Donc, la participation des enfants dans un processus de plaidoyer est tout à fait quelque chose qui devrait se faire. Mais pourquoi? On peut s'interroger, mais pourquoi cela devrait se faire? Parce que c'est dans le respect du droit d'être entendu. Et on verra plus tard que c'est consacré par la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc, le droit d'être entendu, de prendre en compte son opinion, ses émotions, ses inquiétudes, ses recommandations, ses suggestions, ses propositions, tout cela fait partie de ce que nous appelons la participation. Donc, c'est important. Pourquoi? À la question pourquoi, c'est ça. Donc, il faudrait qu'on soit en capacité de répondre, de prendre en compte les opinions, les propositions, les suggestions des enfants, leurs émotions, bien évidemment. C'est aussi parce que c'est des discussions, ce sont des discussions qui posent sur les questions les concernant. Et à cet effet, il est important de pouvoir faire participer, de pouvoir impliquer les enfants. Le troisième point, en répondant à la question pourquoi, c'est pour nourrir le plaidoyer avec des idées vécues. Des idées d'abord, tout court, mais des idées du vécu des enfants, des histoires des enfants, des témoignages des enfants sur la réalité qu'ils vivent, sur les réalités qu'ils vivent. Aussi, ça nous permet, lorsqu'on répond à la question pourquoi, de renforcer leur confiance en eux, de leur permettre d'acquérir des compétences, des compétences justement pour le plaidoyer, mais aussi pour leur vie future. Et on verra ça en détail plus tard. Et aussi, la participation permet de construire ce que nous pouvons appeler la citoyenneté ou la démocratie locale. Donc, locale, bien évidemment, ça s'étend sur le territoire national, donc la démocratie nationale. Quand est-ce que l'enfant devrait participer au processus de plaidoyer? C'est ce qu'on avait déjà vu.
il faudrait que l'enfant puisse participer au diagnostic lorsqu'on analyse le contexte et qu'on va ressortir les éléments qui vont nous permettre de pouvoir identifier le problème. Il faudrait que d'ores et déjà, dans cette phase préliminaire, on puisse associer les enfants. Et lorsqu'on a décidé, lorsqu'on a pu trouver, on a identifié le problème, lorsqu'on est en phase de planification, en phase de euh, mise en mouvement des activités, il est nécessaire de pouvoir associer, de faire participer, d'impliquer les enfants dans le cadre de la planification, mais également dans le cadre de la mise en œuvre. Lorsqu'on veut mettre en œuvre les activités planifiées, les enfants ont leur place euh, dans cette phase également. Et évidemment, lorsqu'on parle de suivi évaluation, évidemment, il faut faire participer les enfants. Donc, à ces quatre niveaux, au niveau de l'analyse de contexte, du diagnostic, au niveau de la planification, du chronogramme, de l'agenda, du plaidoyer, au niveau de la mise en œuvre, au niveau du suivi et de l'évaluation, il est tout à fait nécessaire d'associer les enfants. Ensuite, comment est-ce qu'il faut le faire? Ben, la question comment, elle est un peu compliquée parce que ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement, on parle tout le temps de la participation des enfants, mais lorsqu'il faut maintenant mettre ça en œuvre, il y a souvent des défis, on tâtonne, on ne sait pas comment s'y prendre parce que les enfants, il faut les protéger, il faut prendre des précautions, il faut agir avec minutie et comment est-ce qu'il faut le faire. Donc, ici, quelques exemples pour pouvoir le faire. Et là, je crois que nous sommes dans un... Chacun peut apporter son élément pour qu'on puisse étoffer davantage le comment. Le comment, on doit faire participer les enfants dans le cadre du plaidoyer. Comment il faut le faire? En tout cas, à mon avis, il est important de former les enfants aux droits de l'enfant. Si les enfants ne connaissent pas les droits des enfants, il est difficile de les impliquer, de les associer au projet de plaidoyer. Donc, il faudrait que les enfants soient formés. Ensuite, il faudrait qu'on puisse identifier les enfants. Par exemple, dans le cadre, dans les pays où il y a des parlements pour enfants, on peut donc identifier au sein des parlements des enfants qui sont susceptibles de pouvoir porter la voix, les enfants qui sont en mesure de pouvoir représenter les autres enfants, qui sont en mesure de pouvoir articuler un message auprès des autorités pour obtenir les résultats escomptés. Donc, identifier les enfants qu'on souhaite impliquer, donc en fonction du contexte, des problématiques et des ressources de l'organisation, bien évidemment. Ensuite, c'est l'information. Il faudrait que les enfants puissent informer des enjeux. Il faudrait qu'on transmette donc aux enfants des informations sous une forme adaptée, bien évidemment. Il faudrait que l'outil qu'on utilise ou la manière, l'approche qu'on utilise soit adaptée aux enfants pour faciliter leur compréhension et leur assimilation des informations transmises. Il faut ensuite considérer les enfants comme partie prenante. Parce que lorsque, par exemple, on veut parler de la question de l'accès à l'éducation, si on veut véritablement savoir ce qui se passe, il faut pouvoir considérer les enfants comme étant partie prenante et les consulter à tous les niveaux. Donc, lorsqu'on parle de la violence à l'égard des enfants, ce sont les enfants qui subissent la violence et donc il est tout à fait indiqué que ce soit les enfants qui soient partie prenante du processus de plaidoyer. Ensuite, et c'est important parce que ici, on travaille avec les mineurs, il est important d'avoir leur consentement, mais aussi le consentement de leurs représentants légaux, donc des parents ou des personnes qui ont la garde de l'enfant en question, des enfants en question. C'est très important parce que ce ne sont pas des adultes, ce sont des enfants et lorsque on veut mener des actions de cette nature avec eux, il est, à mon avis, indiqué et tout à fait souhaitable que ce soit qu'il y ait un consentement clairement exprimé de la part de l'enfant, mais aussi de la part des représentants légaux. Ensuite, la question c'est comment il faut consulter les enfants sur la manière dont on souhaite exprimer, la manière dont ils souhaitent exprimer les enfants, leur opinion, pardon. Donc, souvent les adultes ont tendance à penser à la place des enfants, à organiser les choses à la place des enfants, à planifier les choses à la place des enfants. Parfois, les mots d'enfant ne sonnent pas comme on le souhaite en tant qu'adulte et donc, on veut faire les choses à la place d'eux. Donc, je crois qu'il est indiqué important de pouvoir laisser libre cours à l'expression de l'enfant par rapport aux problèmes identifiés. Et je crois que
les adultes ont beaucoup à apprendre des enfants lorsque ils leur donnent la possibilité de s'exprimer, un espace de liberté, de dialogue, un espace où ils sont en capacité de pouvoir dire les choses, de pouvoir exprimer les choses. Aussi, dans la question du comment, il faut créer des espaces de rencontre sûrs, accueillants et bienveillants à l'égard des enfants. Lorsqu'on a un espace d'échange, ça peut aider à exprimer les choses. Par exemple, lorsqu'on prend les child clubs, les clubs des enfants dans les écoles, je crois que c'est un espace qui est approprié pour que les enfants puissent exprimer justement leurs propositions, leurs vécus, leurs émotions, leurs souhaits, leurs espoirs, leurs déceptions également. Donc, créer des espaces qui soient bienveillants à l'égard des enfants. Donc, on peut le faire dans les quartiers, on peut le faire à l'école, on peut le faire dans des associations pour que les enfants aient la possibilité d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer ou en tout cas sur un sujet qu'on aura mis sur la table. On allant plus loin, toujours dans la question de comment assurer la participation de l'enfant dans, dans le processus de plaidoyer. Donc, il faut accorder aux enfants le temps nécessaire pour se concerter entre eux. Voilà. Les enfants ont la possibilité de se concerter entre eux, de définir entre eux des stratégies, de trouver les mots entre eux, les mots qui expriment le mieux leur vécu, leur situation. Il faut aussi sensibiliser les collaborateurs sur l'importance de la participation des enfants, ça c'est très important. Le comment commence en réalité par là, parce que si on n'a pas conscience que on ne doit pas toujours faire la place d'eux, alors on ne doit pas toujours agir pour le compte d'eux, mais aussi il faut laisser le soin aux enfants de pouvoir exprimer leur propre opinion. Là, on prend conscience que leur participation est aussi fondamentale. Ensuite, dans les activités de plaidoyer, il faut se baser sur les besoins exprimés par les enfants. Ça, on le répétera jamais assez. Selon vous, ça c'est ma question pour vous, quelles sont les autres méthodes, moyens, manières ou façons dont on peut faire participer les enfants dans le cadre du plaidoyer? Ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse par rapport à cette question de comment on peut assurer la participation pleine et entière des enfants dans le cadre d'un processus de plaidoyer? La participation des enfants est très, très importante dans ce processus-là, comme dans tous les autres processus aussi, quand on fait un travail d'accompagnement des enfants, un travail social en vue de favoriser, de faciliter leur réinsertion. Donc, ce processus de participation est important dans tous les axes. Et à partir de votre question, j'ai un peu tout de suite eu une idée sur une approche sur laquelle nous avons travaillé et qui donne de bons fruits et sur laquelle nous avons continué de travailler pour essayer de la, de l'approfondir, de l'améliorer. Nous avons construit une approche en collaboration, en coopération avec l'Université métropolitaine de Manchester. La méthodologie artistique, elle est très, très importante. Cette méthodologie permet aux enfants de s'exprimer par d'autres voies qui ne sont pas la voie ordinaire, la voie du dialogue, comme maintenant on parle, qu'un enfant se met devant les gens, il commence à parler, ou qu'un enfant se met devant un public et commence à parler, ou il se met devant une personne adulte et commence à parler. Souvent, l'enfant se sent en face d'un pouvoir supérieur à lui, et très souvent, il n'a pas la facilité à s'ouvrir, à parler avec facilité. Alors, cette approche vient un peu aider l'enfant à s'exprimer indirectement à travers la méthodologie artistique. Et là, on a exploité à ce stade, par exemple, les poèmes, la chanson, le théâtre. Et la méthodologie est particulière parce que s'il faut faire un plaidoyer, par exemple, il faut s'adresser à l'autorité dans le secteur de l'éducation. L'autorité représente un pouvoir en face de l'enfant. Et très, très souvent, l'enfant, autant que l'enfant n'a pas de facilité à s'exprimer, autant l'autorité en face ne se sent pas à l'aise de parler devant un enfant. Il se sent supérieur, il se sent fort. L'enfant est faible. Il se dit, mais pourquoi on veut me mettre juste en face de l'enfant?
c'est un petit, moi je suis grand, je ne peux pas perdre mon temps à parler avec lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a essayé d'explorer la méthodologie, on a préparé, et c'est très très intéressant, on a préparé dans la pratique, s'il s'agit maintenant de choisir un champ, on a choisi un thème et on a créé des petits groupes. Et ces groupes sont composés des enfants et sont composés des adultes. On choisit les adultes en fonction de leurs responsabilités et de leur pouvoir, de leur influence sur la question à traiter. Et la préparation de ce travail se fait ensemble. Les enfants et les adultes se mettent à exploiter le thème, à en discuter, sous l'accompagnement d'un expert dans l'art. Les deux parties se mettent ensemble, ils commencent à discuter, à travailler, ils commencent à composer la chanson sur base du thème qui a été choisi. Et vers la fin, l'expérience a montré que sans le savoir, les uns et les autres, ils se mettent vraiment dans l'ambiance, ils composent la chanson, ils chantent ensemble. Et après la chanson, il y a une discussion qui se fait. Ça, c'est pour ceux qui est du côté de la chanson. Pour mettre en place un petit scénario, un théâtre un peu. On choisit le thème. Les deux commencent à discuter sur le thème. Ils commencent à composer le petit scénario, toujours sous l'accompagnement d'un expert. Et puis après, chaque partie choisit librement un rôle. L'enfant peut choisir d'être le chef de division de l'éducation ou bien d'être le ministre. Le chef de division ou le ministre peut choisir d'être l'enfant, peut choisir d'être le parent, peut choisir d'être l'enseignant, peut choisir d'être le percepteur qui vient chasser les enfants le matin à l'école, ceux qui n'ont pas payé. Au départ, il y a une sorte de glace qui est là, mais au fur et à mesure qu'ils travaillent ensemble, qu'ils discutent, qu'ils choisissent les rôles, qu'ils commencent à préparer ensemble, la glace se brise carrément. Et quand ils commencent à jouer, vous sentez que tout le monde est dans l'ambiance et ils jouent. Après, c'est la discussion. Donc, à un moment donné, l'adulte se retrouve dans le rôle de l'enfant. Plus il joue ce rôle, plus il s'approprie la situation de l'enfant. Et dans les discussions, vous sentez vraiment que la personne a intériorisé la situation de l'enfant et ça fait avancer le processus. Bon, ainsi de suite pour les autres formes d'art. Donc, la méthodologie artistique, elle est très, très importante et cela nous a permis de mettre en place des ateliers pédagogiques d'art où on essaie de préparer l'enfant à cette méthodologie pour la suite du processus. Voilà, c'est une petite expérience que je voulais un peu partager. Voilà. Merci, merci infiniment Thomas pour ce témoignage. Je crois que c'est la quatrième, la cinquième séance est consacrée à la capitalisation. Mais je vois déjà qu'il y a une bonne pratique qui a été développée et qui mérite d'être capitalisée. Parce que si vous développez, vous capitalisez cette méthode artistique, ça permettra aux uns et aux autres de pouvoir s'en inspirer et d'utiliser la même approche pour pouvoir permettre à l'enfant, mais aussi aux adultes, de pouvoir exprimer ou se retrouver dans le rôle de l'autre, ou en tout cas dans la situation de l'autre. Ça, je trouve que c'est une bonne chose, une bonne manière, un procédé qui permet justement de dépasser la timidité de l'enfant, de briser l'écran qui sépare un enfant d'un adulte, parce que lorsque l'enfant se retrouve devant un adulte, effectivement, il y a ce rapport de force qui fait que l'enfant se sent inférieur et pour exprimer sa situation, son vécu, il est souvent difficile. Et donc, la méthode artistique permet justement de briser la glace, de permettre aux uns et aux autres, à travers des chants, à travers des dessins, à travers des créations de théâtre ou de jeux de rôle, justement de faire en sorte que la participation de l'enfant puisse s'accomplir. Ensuite, il y a le deuxième aspect, c'est le fondement juridique de la participation. Ça, vous le savez déjà. Si on prend par exemple la Convention relative aux droits de l'enfant, c'est bien évidemment l'article 12. Et lorsque vous voyez les dispositions de l'article 12 de la Convention, vous ne verrez jamais le mot participation. Mais il y a un mot qui est capital ici, c'est le droit d'exprimer librement son opinion sur toutes les questions l'intéressantes. Son opinion. C'est ce qui est important. La participation vient justement fonder cet aspect-là.
il y a certains qui critiquent la participation des enfants parce qu'ils disent qu'on ne retrouve pas cette terminologie-là dans la Convention. Certes, mais l'interprétation naturelle, j'allais dire, de l'article 12 donne naissance au droit à la participation. Et vous verrez que dans l'observation générale numéro 12, justement, qui est basée sur le droit de l'enfant d'être entendu, qui a été développé par le comité de l'enfant en 2009, il est clairement fait mention des procédures qui doivent être adaptées aux enfants et qui doivent être accessibles. Donc, les enfants sont plus susceptibles d'être impliqués dans une procédure administrative que dans une procédure judiciaire parce que les procédures administratives sont moins formelles, plus souples et relativement faciles à établir par la loi et la réglementation. Et donc, il est important de se baser lorsqu'on vous interroge, par exemple, sur la participation des enfants, de pouvoir faire référence à la disposition juridique, à la disposition légale qui fonde justement cette participation. Et c'est bien évidemment l'article 12 de la Convention, mais également un certain nombre de résolutions, les différentes résolutions adoptées et par le Conseil des droits de l'homme à Genève et par l'Assemblée générale à New York se réfèrent à l'importance de la participation des enfants et exhorte les États à veiller à ce que soit donné le poids voulu à l'opinion des enfants selon leur âge et le degré de maturité pour toutes les questions les concernant. Voilà les fondements juridiques qui sous-tendent en fait notre volonté ou en tout cas notre détermination à associer les enfants dans le processus de plaidoyer. Maintenant, en ce qui concerne la préparation des enfants au plaidoyer, et on l'a abordé un peu, et c'est ce que disait Thomas tout à l'heure par rapport au comment, en fait, comment est-ce qu'on fait. La méthode artistique est une très bonne chose, mais il faut aussi expliquer l'importance de la participation et de l'implication des enfants dans la défense de leurs droits. Ça fait partie de la formation préalable qu'il faut donner aux enfants. De les éveiller, pas les réveiller, les éveiller en fait, à l'importance de leur rôle en fait, de leur expliquer ce que c'est que les droits de l'homme, ce que c'est que les droits de l'enfant, parce qu'il y a un texte international qui consacre justement les droits de l'enfant et qui consacre également la participation des enfants. Il faut expliquer ce que c'est qu'une activité de plaidoyer, ce que c'est que les enjeux de plaidoyer, les objectifs de plaidoyer, ce qu'on peut raisonnablement espérer attendre lorsqu'on engage une activité de plaidoyer. Ça permet de préparer donc l'enfant. Il faut faire du brainstorming, c'est ce que je disais par exemple. Pour identifier un problème, il faut pouvoir organiser une sorte de brainstorming, des discussions à bâton rompu, les enfants parlent, on peut le faire à travers des activités culturelles, à travers un chant par exemple, un enfant qui n'arrive pas à mettre des mots sur son vécu peut transmettre des émotions, transmettre un certain nombre de doléances à travers des chants, des dessins, à travers des productions artistiques. Voilà. On peut, à travers plusieurs méthodes, plusieurs approches, donner la possibilité aux enfants de mettre des mots sur une situation et de faire en sorte que le plaidoyer puisse s'articuler autour de ce problème. Il faut expliquer le droit à l'éducation aux enfants lorsqu'il s'agit, par exemple, lorsqu'on parle de la violence en milieu scolaire, il faut pouvoir expliquer à l'enfant ce que c'est que le droit à l'éducation, l'accès à l'éducation et l'importance d'un environnement qui soit sécure et protecteur pour les enfants à l'école. Et à partir de ce moment, ça va éveiller ou réveiller en enfant l'ensemble des enjeux et il pourra ensuite articuler sa propre manière de voir les problèmes et de proposer des solutions. La description de la situation qu'il vit ou qu'il a vue au niveau d'autres enfants lui permettra de pouvoir proposer des choses dans le sens de l'organisation du plaidoyer. Il faut guider les enfants dans la définition des objectifs et les aider à préparer des messages clés. Ici, à ce niveau, lorsqu'on parle de la préparation des enfants au plaidoyer, est-ce que vous voyez à votre niveau, est-ce que vous avez déjà peut-être mis en œuvre un certain nombre d'astuces, de procédés, d'approches ou de méthodes qui ont porté des fruits et qui vous ont permis justement de faire en sorte que les enfants puissent, parce que vous les avez préparés convenablement, rentrer dans le processus de plaidoyer en toute connaissance de cause. Est-ce que vous en avez déjà fait? Je parle de la préparation de l'enfant. Est-ce que à ce niveau, préparer l'enfant, c'est le mettre dans des conditions qui lui soient favorables, qui lui permettent de pouvoir non seulement exprimer
mais aussi arriver à proposer des choses. Il exprime sa propre situation, son propre malheur ou malaise, mais également un environnement qui lui permet, ou en tout cas des éléments ici de la préparation qui nous permet de pouvoir dire des choses, de pouvoir proposer des choses, de pouvoir suggérer des choses, de pouvoir même challenger l'adulte sur un certain nombre de points, de pouvoir dire les choses que l'adulte n'aurait pas soupçonné au départ. Et donc, la préparation est donc indispensable. Est-ce que vous avez des exemples que vous avez mis en œuvre vous-même ou que vous avez vu faire par d'autres organisations? Ce que je voulais dire, c'est que en écoutant l'exposé que vous venez de faire, on se rend compte que dans les activités de plaidoyer qu'on mène, par exemple, nous, à travers les journées portes ouvertes, à travers les forums, on fait la préparation, mais on ne la fait pas d'une manière aussi systématique que c'est énuméré, mais non. Ça veut dire pour nous, par exemple, ceci va nous inspirer à l'approfondir, à la faire d'une manière systématique pour bien préparer. On fait une préparation, on essaie d'expliquer aux enfants comment les choses vont se dérouler, mais on se rend compte qu'on ne va pas vraiment en profondeur. On ne le fait pas d'une manière aussi systématique que maintenant les différentes étapes sont énumérées. Donc, c'est juste dit que pour nous, cette matière va nous inspirer. Désiré. Oui, moi je me dis que quand nous travaillons en milieu scolaire avec les enfants et qu'on leur dise de nous parler de violences dont ils sont victimes en milieu scolaire, si les autorités sont là, les enseignants sont là, les enfants sont bloqués. Ils ne disent rien. Alors, on a opté pour une boîte à suggestions dans laquelle l'enfant peut mettre un bout de papier où il exprime la violence en question. Mais en même temps aussi, quand nous discutons sur leur règlement d'ordre intérieur, et dans le règlement d'ordre intérieur, on prévoit toujours des sanctions par rapport aux enfants fautifs, nous leur demandons eux-mêmes d'apprécier si ce que l'on propose comme sanction ne viole pas les droits de l'enfant tels que nous leur en avons parlé. Voilà une façon dans la boîte à suggestions et c'est nous qui avons la clé pour accéder au papier qu'il y a dedans et voir un peu ce qui se passe. Mais tout cela doit revenir en discussion avec la direction pour éventuellement le changement de règlement d'ordre intérieur ou éventuellement de donner de recommandations au personnel par rapport à la violence ou aux violences dont les enfants sont victimes. Voilà. Merci beaucoup, Désiré, pour ce partage. Voilà, je crois que ça peut inspirer d'autres organisations. Lorsqu'on parle de la préparation des enfants, il y a, à mon avis, deux tentations qui guettent les adultes. C'est souvent faire à la place des enfants. Parce qu'on estime qu'on connaît bien les enfants, ce qui est certainement vrai. On connaît bien la situation, ce qui est vrai également. Et que, ayant connaissance de l'ensemble des situations, on est à même de pouvoir exprimer ces choses-là en lieu et place des enfants. Parfois, on le fait de bonne foi, mais souvent on se trompe en fait. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on va créer un cadre, un environnement pour que l'enfant s'exprime à travers différentes méthodes, on voit que des choses sortent et on n'avait pas au préalable soupçonné cela ou pensé à cela. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrive à surmonter cette tentation de faire à la place des enfants. Et la préparation, justement, nous permet de pouvoir relever ce défi-là et de ne pas succomber à la tentation. La deuxième tentation, c'est de croire que, parce que ce sont des enfants, et on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, qu'on va pouvoir, lorsque l'enfant se retrouve devant une autorité, il va pouvoir exprimer clairement les choses. C'est une tentation qui nous guide. Mais on se rend compte et on s'est rendu compte que cela ne se fait pas de manière automatique. Et il faut donc
un travail préalable, un travail de préparation justement qui permet de pouvoir mettre l'enfant en confiance. Parce qu'un enfant qui est en confiance, c'est un enfant qui est en capacité d'exprimer un certain nombre de choses. Il faut pouvoir préparer l'enfant à affronter le regard de l'adulte. Non pas pour défier l'adulte, ni le regard de l'adulte, mais simplement pour être en confiance et pour pouvoir exprimer justement le message qu'il veut passer. Ça, les deux choses me semblent importantes à retenir et à garder. Ensuite, maintenant, lorsqu'on parle de la planification de la participation des enfants aux différentes étapes du plaidoyer, c'est également très important. Et là, nous vous avons présenté un tableau. Et un peu ce que je disais au départ, c'est que l'enfant doit être impliqué dans le cadre de la planification. On a déjà parlé de la préparation. Maintenant, on est dans la phase de la planification, ensuite de la mise en œuvre, puis du suivi et de l'évaluation finale. Donc, voilà les différentes étapes dans lesquelles l'enfant doit participer, associer. Et donc, il y a les enfants doivent être tenus informés. Les enfants doivent être consultés. Les enfants doivent contribuer. Les enfants doivent être considérés comme des parties prenantes. Les enfants conduisent, dirigent le plaidoyer. Voilà les différentes étapes voilà, à travers lesquelles nous voulions sur lesquelles on veut attirer votre attention simplement. C'est que lorsqu'on parle de la planification, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'enfant soit tenu informé des plans. C'est ce qu'on disait au départ. Il faudrait que l'enfant soit informé. Il faudrait que l'enfant ait les éléments nécessaires pour pouvoir apprécier à son tour. Parce que lorsqu'on lui donne les éléments, lorsqu'on le forme au droit de l'enfant, ça lui permet, ça lui donne les outils, ça lui donne les repères nécessaires pour pouvoir construire lui-même son argumentation, construire lui-même ou valider d'ailleurs ce à quoi il pensait. Et que, parce que l'enfant pouvait dire, ah, si je disais ça, peut-être qu'ils vont me trouver un peu con. Et donc, du coup, il se retient. Mais à partir de la formation, à partir de l'information donnée, il va pouvoir ensuite lui-même construire son opinion, confirmer son opinion et l'exprimer. Je laisse Francina nous conduire à travers les autres aspects de la planification. Après, lorsque les enfants sont informés et consultés, il faut également qu'ils contribuent, fournissent des informations. Et là, nous pouvons créer différentes activités pour faire contribuer les enfants à cette phase de planification, comme un entretien, une tête-à-tête entre les enfants ou l'établissement d'un questionnaire, un jeu ou des dessins pour que les enfants puissent exprimer leurs opinions. Et après, comment considérer, dans la phase de planification, comment considérer les enfants comme des partenaires à part entière. Et donc, nous pouvons intégrer leurs opinions dans l'identification des problèmes, dans l'arbre à problèmes et la solution, dans la matrice SWOT. Nous pouvons même créer des activités comme une sorte de jeu où on met l'arbre à problème et à l'aide des post-it, nous mettons en place les opinions des enfants. Et dans la phase de planification également, nous devons conduire, les enfants peuvent également conduire le plaidoyer. Après, nous allons voir par la suite quelles sont les différentes activités que les enfants peuvent exercer. Par exemple, il y a des types d'actions à mener et il faut déterminer les enjeux du plaidoyer, leur influence sur l'étape de la planification. Et ensuite, après la planification, il y a également la mise en œuvre et les enfants peuvent également contribuer dans la phase de mise en œuvre et c'est d'ailleurs très important que les enfants puissent participer, puissent contribuer à cette phase de mise en œuvre. Et je vais continuer ou... D'accord, oui.
Et donc, dans cette phase de mise en œuvre, nous pouvons voir par exemple, les enfants doivent être tenus informés du progrès de la mise en œuvre, où on en est sur les activités. Nous pouvons mettre, nous pouvons leur envoyer un compte rendu périodique à chaque fin d'activité. Et les enfants peuvent également être consultés dans cette phase. Par exemple, pour la mise à jour de la planification, des outils de la mise en œuvre, pour le chronogramme, et en fonction de l'évolution des activités. Et les enfants peuvent également contribuer dans cette phase de mise en œuvre par la rédaction des lettres adressées aux dirigeants, la rédaction d'un rapport alternatif avec des mots d'enfant, des mots simples, mais qui expriment bien la situation, l'avancement des activités. Et dans cette phase également, les enfants peuvent être considérés comme des partenaires à part entière. Ils sont considérés comme des partenaires dans ce processus et ils peuvent faire partie des délégations qui rencontrent les autorités. Par exemple, s'il y a un événement où les autorités sont invitées ou lors d'une organisation d'un atelier, par exemple, les enfants peuvent contribuer, peuvent participer. Et les enfants également peuvent diriger les activités de plaidoyer avec l'encadrement et le soutien des adultes, comme l'organisation d'un événement en présence des médias et autorités, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans lequel les enfants peuvent participer comme à des pièces de théâtre, au chant, aux récitations, par exemple, ou par le biais d'un film réalisé par les enfants, d'un art, comme Thomas l'a dit tout à l'heure, ou bien participer à une campagne de sensibilisation, tout en se souvenant que la sensibilisation n'est pas le plaidoyer en soi, mais ça fait partie des activités qui peuvent être réalisées. Ou bien les enfants peuvent également contribuer par le biais des vidéos, des podcasts. Comme nous savons actuellement qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur YouTube et il y a également des enfants, des jeunes chanteurs, par exemple, mais qui peuvent réaliser une petite vidéo pour transmettre un message. Et voilà. Et pour la suite, je donne la parole à Yao pour l'évaluation finale. Oui, toujours dans le cadre du suivi, voilà, la participation, l'implication des enfants dans le suivi me semble également nécessaire. Donc, ils sont tenus informés des progrès réalisés, mais également des défis rencontrés dans le plaidoyer, donc dans le cadre du suivi. Les enfants doivent être également consultés sur les méthodes de suivi. Et ça, on peut le faire, on l'avait déjà dit, mais on peut le faire aussi à travers des questionnaires, à travers des sondages. On peut faire des sondages à travers les portables, parce qu'aujourd'hui, les enfants possèdent également des téléphones portables. Donc, utiliser des méthodes qui sont davantage accessibles aux enfants et aux jeunes, aux adolescents. En termes de contribution à la collecte d'informations, les enfants doivent être également là dans la collecte de l'information sur les progrès qui ont été réalisés et sur les challenges qui restent à relever en fait. Ils sont partie prenante, bien évidemment, dans le cadre du suivi et interviennent sous l'autorité, en tout cas interviennent auprès des autorités dans le cadre du suivi avec elles. Les enfants modèlent en grande partie le processus de suivi avec le soutien des adultes maintenant. Par rapport à l'évaluation, je crois qu'il est important que les enfants soient les acteurs ou les personnes qui nous fassent le retour par rapport à l'effet produit par la mesure prise, par exemple, par les autorités et comment est-ce que cette mesure impacte leur vie. Est-ce que cette mesure a fait une différence dans leur vie? Est-ce que cette méthode a permis de changer leur vie ou est-ce qu'il y a un effet contre-productif? Parce que c'est possible, malheureusement, dans cette situation, qu'une mesure puisse produire non pas l'effet escompté, mais l'effet contraire. Ou
que la mesure produise un effet au-delà de l'espérance. Donc, dans le cas de toutes ces activités, il faudrait que l'enfant puisse donner son témoignage, l'enfant puisse être interrogé, que l'enfant partage son vécu, la situation, voilà, le ressenti, ou en tout cas les effets, l'impact produit par une mesure du plaidoyer, ou en tout cas le processus du plaidoyer qui a été conduit jusque-là. Et au final, lorsqu'on arrive à l'évaluation finale, on peut constater qu'il y a des objectifs qui sont atteints, ou des objectifs qui sont partiellement atteints ou qui ne sont pas du tout atteints. Et donc, on arrive à un processus où on relance en fait un nouvel épisode de plaidoyer en fait par rapport aux questions qui sont qui ont partiellement obtenu des réponses ou des questions qui n'ont pas du tout obtenu des réponses. Donc, il y a une nouvelle action de plaidoyer qui commence avec les objectifs non atteints. Et ça également, les enfants sont à même de pouvoir indiquer, de pouvoir dire en fait à travers l'effet ressenti ou en tout cas l'effet produit que voilà, telle action mérite d'être poursuivie pour être consolidée ou telle action ou tel objectif n'ayant pas obtenu de résultat mérite d'être poursuivi. Ensuite, au niveau de la mise en pratique de tout ce que nous venons de faire, on peut dire que lorsqu'on parle des enfants, la participation des enfants remet l'enfant dans le rôle de défenseur de ses droits. Et ça, c'est capital, parce que ça veut dire que ce ne sont pas uniquement les adultes, ce ne sont pas seulement les adultes qui font à la place des enfants, mais aussi les enfants eux-mêmes qui portent leurs droits, qui défendent leurs droits. Les enfants sont protagonistes de leurs droits. Et ça, c'est fondamental. Parce que là, on ne fait plus uniquement à la place des enfants ou parce que les adultes bien pensants possèdent la science infuse qui leur permet de parler au nom et pour le compte des enfants. Mais ce sont des enfants qui sont engagés, qui sont impliqués. On forme aussi des enfants leaders. Et ça, c'est très important. On forme des enfants leaders et des enfants qui sont acteurs de leurs droits. Et ici, l'objectif est double, en fait. On a des objectifs qui sont directs et des objectifs qui sont indirects. Par rapport aux objectifs indirects, je commence par là, parce que, mine de rien, lorsqu'on permet aux enfants de s'exprimer, lorsqu'on permet aux enfants d'exprimer leur opinion, lorsqu'on éveille l'attention des enfants par rapport à un certain nombre de problématiques, et que les enfants, parce qu'ils ont été formés, s'engagent à défendre leurs propres droits, mine de rien, on forme le citoyen. On construit la citoyenneté. On permet aux enfants de pouvoir s'engager dans la vie de leur communauté, s'engager dans la vie de leur district, de leur quartier, de leur ville, de leur pays. Donc, cette citoyenneté se construit donc à travers la participation des enfants. Et la citoyenneté, un citoyen responsable est à même de pouvoir participer de manière significative dans la construction de la démocratie locale. La démocratie locale requiert une participation. C'est un critère fondamental. Et donc, en assurant la participation des enfants, on leur permet justement d'être des citoyens, de bons citoyens, des citoyens qui soient à même de pouvoir porter les doléances, mais également les bonnes choses qui émergent au sein de la communauté, et d'être prêts à être des citoyens de demain avertis et aguerris. Par rapport aux objectifs directs, c'est que des enfants qui sont titulaires de leurs droits sont ces acteurs, mais ils ne sont plus des spectateurs. Ils sont acteurs de leurs droits. Ils ne sont plus seulement des bénéficiaires, mais aussi des acteurs de leurs droits vis-à-vis des adultes, effectivement. Ce sont des enfants aussi qui mobilisent d'autres enfants. Et ça peut changer tout, en fait. Parce que lorsqu'on donne la possibilité aux enfants de s'engager, lorsqu'on donne la possibilité, les enfants sont mobilisés, ça change. Parce que Thomas disait tout à l'heure que l'adulte, vis-à-vis de qui un enfant exprime à travers le chant, à travers un poème, à travers un sketch, à travers un théâtre, des émotions ou en tout cas son vécu, réveille en l'adulte un certain nombre de choses. Et donc, l'adulte qui se met à la place de l'enfant reçoit ce qu'on peut appeler un choc, mais un choc dans le sens positif qui lui permet de dire
il faut que je fasse quelque chose. Il faut que mon institution change la situation. Il faut apporter une valeur ajoutée. Il faut changer les choses. Il faut faire évoluer les choses. Et ça, c'est capital. Donc, la mobilisation des enfants par les enfants participe justement de cet effet multiplicateur qui permet de pouvoir diffuser le respect des droits ou la nécessité de faire respecter les droits au sein de la communauté. C'est l'activisme des enfants. Les enfants sont militants, les enfants sont mobilisés, les enfants sont debout pour défendre les droits. Ce sont des actions qui visent à prendre en compte effectivement l'opinion de l'enfant. Et là, on le dira jamais assez, la prise en compte de l'opinion de l'enfant est fondamentale. Maintenant, quelles sont selon vous les activités collectives, évidemment, dans lesquelles on peut impliquer les enfants? Oui, bon, j'interviens le premier parce que c'est une thématique qui nous intéresse et nous sommes dedans. Nous, c'est un milieu scolaire qui est notre champ d'action, quoi. Première thématique, c'est que l'élaboration concertée des règlements scolaires dans les écoles avec la participation des enfants. La deuxième chose, expliquer aux enfants et bien fondé de certaines mesures prises, notamment les frais à faire payer. Souvent, il y a des frais que nous appelons des frais illicites presque. Alors, ils doivent avoir des explications là-dessus. À suivre aussi, c'est l'exigence aux parents d'être inscrits à l'état civil. C'est aussi une activité. Et là, on avait même fait une marche avec les enfants jusqu'à l'Assemblée provinciale pour une pétition à déposer là-bas pour les enfants qui sont nés dans cette période trouble et qui avaient déjà dépassé l'âge ou la période d'être inscrits à l'état civil. Il y a aussi la gestion de l'école. Il nous est arrivé et il nous arrive de demander au préfet de rendre compte aux enfants de comment l'école a été gérée durant l'année scolaire. Et là, souvent, c'est un bel exercice parce que ça embarrasse même certains préfets. Donc, la gestion de l'école, rendez-nous compte de ce qui a été fait par rapport à l'argent payé par nos parents, par rapport à l'argent versé par l'État. Et aussi, les questions de comportement des enseignants envers certains élèves. Et là, cette question de points sexuellement transmissibles revient parce que nous devons protéger les enfants contre la maltraitance et les abus sexuels. Bon, voilà quelques éléments que je peux citer à ce niveau et qui sont bien concrets par rapport à ce qui est fait par nous dans les écoles où nous intervenons. D'accord. On voit justement comment est-ce qu'on peut, avec les enfants, mener des activités pour pouvoir améliorer un certain nombre de choses. D'autres exemples, exemples que vous avez mis en œuvre vous-même ou en tout cas par rapport à cette présentation, ce qui vous vient à l'esprit par rapport aux activités éventuelles dans lesquelles on peut impliquer les enfants, les activités dans lesquelles les enfants pourraient participer dans le cadre d'un plaidoyer donné. Non, il peut y avoir différents types d'activités, différentes formes d'implication des enfants, bien évidemment. Ces activités se déroulent sous le contrôle des adultes qui doivent protéger les enfants, qui doivent assurer leur sécurité, qui doivent faire en sorte que l'encadrement soit optimal pour que les enfants ne soient pas objets de danger ou ne soient pas engagés dans des actions qui ne soient pas pensées à l'avance en termes de leur protection. Donc, c'est important. Donc, quelles sont les activités qui, à votre niveau, pourraient être menées? Désiré vient de parler tantôt d'une marche qui a été organisée ou en tout cas vers l'Assemblée provinciale par rapport à
à l'inscription à l'état civil, donc la question de l'enregistrement des naissances, par rapport au fait que les enfants soient associés dans la démarche visant à demander aux autorités de rendre compte de la gestion de l'école, donc de justifier l'affectation des fonds, des ressources, pour rendre compte justement sur la question de la redevabilité. Il me semble essentiel que d'ores et déjà, dès la petite enfance, les enfants soient imprégnés de cette nécessité d'être de la transparence, en fait, parce que les autorités doivent être transparentes. Le fait est que lorsqu'on prépare, et je devrais le dire d'ailleurs au niveau des objectifs indirects, c'est que lorsque l'enfant porte des idées de changement, lorsque l'enfant porte des propositions, on le prépare indirectement à assurer ou à assumer les changements qu'il porte. Par exemple, si l'enfant porte les questions de transparence et de redevabilité, c'est que forcément, il forge son esprit, son caractère par rapport à la nécessité d'être transparent une fois qu'il sera aux affaires lui-même. En tout cas, on espère qu'une fois aux affaires, il va continuer à faire preuve de cette valeur cardinale lorsqu'il s'agit de la gestion des affaires publiques. Alors, des exemples, des activités qu'on peut organiser avec les enfants. En tout cas, pour vous inspirer, je vous propose un certain nombre d'activités qui seraient possibles de faire. On peut le mettre en gras, comment appelle-t-on, en diaporama. Ce que je vous propose comme action ici, c'est des actions de sensibilisation, d'interpellation, que j'appelle des actions publiques. Par exemple, le fait de faire un sit-in. Un sit-in, c'est quoi? C'est une manifestation publique, pacifique, bien évidemment, qui consiste à aller s'asseoir, par exemple, à la devanture d'une mairie, par exemple, en groupe. Donc, ça peut être des élèves, ça peut être des enfants, ça peut être un club d'enfants qui va faire un sit-in devant la mairie, devant la DIVAS, devant la division justice, pour réclamer quelque chose, pour porter un message. Donc, ça peut être devant le gouvernorat, ça peut être la mairie, ça peut être un centre social ou un centre de santé. Tout dépend du message qu'on porte et l'interlocuteur qu'on vise ou l'autorité publique qu'on vise. Donc, un sit-in est un type d'action qu'on peut mener. La marche, Désiré l'a dit tout à l'heure, donc une marche non-violence, d'un point à un autre. Et ce qui est important, c'est que la marche soit l'aboutissement. Au bout de la marche, il faudrait qu'il y ait une sorte de message qui soit présenté à l'autorité, vers lequel, par exemple, lorsqu'on marche vers l'Assemblée provinciale, il faudrait qu'on puisse remettre au président de l'Assemblée provinciale ou au président de la commission en charge des questions des droits de l'enfant, un mémorandum, par exemple, ou un document relatant les différents changements souhaités, ou en tout cas le message qu'on souhaite passer. On peut faire des campagnes de lettres. Lorsque moi j'étais au lycée déjà, on faisait pour le compte d'Amnesty International, ou en tout cas les gens le font aussi pour le compte de la CAT, des campagnes de lettres qui consistent à écrire sur un même sujet à une autorité donnée. Lorsque l'autorité va recevoir une centaine de lettres dans son bureau, dans sa boîte aux lettres, ça permet de l'éveiller par rapport à une situation donnée et de prendre les mesures nécessaires. On peut avoir une campagne sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'avoir sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux des campagnes, par exemple, portant sur des enfants qui tiennent des pancartes sur lesquelles différents messages sont écrits par rapport aux problèmes qu'on a identifiés. On peut mener des campagnes médias qui consistent à organiser des séries d'émissions dans des radios, émissions animées par les enfants ou animées avec les enfants pour parler des problèmes auxquels ils sont confrontés et donc adresser un message aux autorités par rapport aux mesures nécessaires à prendre pour résoudre le problème. On peut faire des caravanes, on peut organiser des caravanes qui sont des manifestations pour faire du bruit en fait, dans la rue, en portant des t-shirts, des pancartes sur lesquelles on écrit un certain nombre de messages. On peut faire des flash mobs. Je ne sais pas si vous connaissez les flash mobs. Les flash mobs, ce sont des manifestations vraiment sporadiques et qui ne durent pas. Ça dure 1, 2, 3 minutes, 5 minutes maximum.
Ce sont des événements qu'on peut organiser pour attirer l'attention de l'autorité sur un certain nombre de choses. Un événement qui est organisé dans un espace public, c'est une mobilisation, un regroupement éclair d'un groupe de personnes sur les lieux publics pour porter un message donné. Donc, le plus souvent, l'appel à la mobilisation se fait sur les réseaux sociaux. Donc, on alerte, ça peut se faire aussi dans les clubs d'enfants ou dans les associations. On alerte, on se donne un rendez-vous, on sait exactement ce qu'on va faire pendant 1 minute, on le fait et puis voilà, on vide les lieux. Le plus souvent aussi, c'est pour éviter que la police n'intervienne. Parce que le plus souvent, lorsqu'on travaille ou lorsqu'on organise des événements ou des manifestations dans un espace public, il y a toujours la police qui est là pour évacuer les personnes. Donc, l'idée, c'est d'échapper aussi à la police, de faire les choses de manière rapide, mais de manière efficace et quitter les lieux le plus rapidement possible. On peut faire des banderoles sur lesquelles on peut faire des dessins, des slogans, des messages et autres. On peut aussi faire des événements artistiques ou culturels. On peut organiser dans une école, par exemple, en invitant les autorités, un événement culturel, par exemple, faire des dessins, des sketchs, je sais pas, des dessins, des chants, des jeux de rôle, des théâtres et autres, avec des thèmes choisis par rapport au problème. Et ensuite, engager à la suite de tout ça un débat, à la suite de l'événement artistique, culturel, un dessin effectué par les enfants, exposition de graffiti réalisés par les enfants. Voilà, donc ce sont des activités qu'on peut mener avec les enfants ou dans lesquelles les enfants sont impliqués ou organiser d'ailleurs justement de porter le message, de réveiller ou d'éveiller, une fois encore, la conscience des autorités par rapport à un problème donné. Il y a d'autres activités, je vais les appeler des activités de fond. Par exemple, le fait de former une délégation, ça ne se voit pas de manière, ça ne se fait pas dans les films d'audience. Souvenez-vous, on a déjà parlé du papier de position. Le papier de position, c'est ce papier-là qui résume l'ensemble de la description ou l'évaluation que nous avons fait des stratégies de plaidoyer que nous avons mis en place. Et donc, on va lui présenter notre papier de position qui contient également les mesures que nous proposons, les suggestions. Tout à l'heure, procéder à la rédaction des rapports alternatifs par les enfants. Plus souvent, les rapports alternatifs aux différents organes de monitoring, de poursuivre. Donc, je disais que, voilà, des activités de sensibilisation et d'interpellation auxquelles s'ajoutent des activités que j'appelle des activités de fond. Donc, le fait de former une délégation et aller voir une autorité avec un document écrit donc, qui rassemble la description de la situation, nos suggestions, nos recommandations, mais également le fait d'impliquer les enfants dans la rédaction de rapports alternatifs. Ce sont des rapports qui sont souvent simples avec des mots d'enfants, mais qui expriment en fait l'opinion des enfants. Et donc, c'est là où on voit effectivement que les enfants peuvent porter une voix qui ne soit pas celle des adultes, mais une voix qui leur appartient, qui leur permet justement de pouvoir interpeller, de pouvoir mettre à la disposition des experts des Nations Unies, des experts en matière des droits de l'homme ou des droits de l'enfant, un certain nombre de faits, un certain nombre de témoignages, un certain nombre d'histoires vécues et à partir duquel on peut formuler des recommandations à l'endroit de l'autorité étatique. Donc, l'enfant peut participer à des pré-sessions ou à des sessions de l'organe. Par exemple, le comité des droits de l'enfant organise des pré-sessions qui permettent, qui créent un espace ou un cadre dans lequel les enfants peuvent s'exprimer et dans lequel s'instaure un dialogue entre les enfants et les experts du comité des droits de l'enfant. Par rapport aux activités que j'ai tout à l'heure mentionnées, par rapport au sitting, aux marches, aux campagnes de lettres, campagnes sur les réseaux sociaux, campagnes médias, on peut combiner. Il ne s'agit pas d'organiser une seule, on peut combiner un certain nombre d'activités. Par exemple, le sitting peut être combiné à la marche, c'est-à-dire on fait une marche et à la fin de la marche, on fait un sitting. Tout à fait possible. Donc, on peut combiner un certain nombre d'activités. À mon avis, et c'est ce que je mets dans le suivi des activités, il ne faut pas s'arrêter
aux sensibilisations à l'interpellation. Je considère que marcher, c'est une très bonne chose, mais marcher fait partie de la sensibilisation. C'est un outil, un élément nécessaire qui permet en fait de porter un message. Mais il faut faire le suivi de cette activité-là par la remise d'un cahier de doléances, de ce que j'appelle le papier de position, à une autorité donnée, de fixer un calendrier de rencontre avec l'autorité en question, de faire le suivi des promesses que les autorités auraient faites en fait. Donc, il faut combiner un certain nombre d'actions qui permettent justement d'organiser les activités, certes, mais aussi de poursuivre justement les promesses qu'on aurait pu obtenir des autorités. Toutes les actions que vous énumérez là, la plupart des fois, on y recourt dans le cadre même de questions de défense des droits de l'homme. Bon, mais il se constate souvent que nous avons devant nous des autorités presque insensibles à la cause. Il y a eu un moment où les enfants ont marché dans cette ville pour revendiquer, je pense, le cours et arrêter la grève, ou c'était pour la réduction des frais de participation aux examens d'État. Mais la police n'a pas hésité de jeter des grenades dans la commune de Kadout contre ces enfants-là. Vous voyez, et pourtant c'était une marche juste pour une revendication donnée. Et quand vous faites une manifestation culturelle devant une autorité, vous exposez à travers les dessins, les graffitis, etc. Il faut que l'autorité ait cette sensibilité-là de comprendre votre message et surtout d'apporter des changements par rapport à ce que vous revendiquez. Mais parfois, on s'arrête à un spectacle comme si on assistait à un film, après le film, et c'est fini. Donc, les résultats attendus, on n'y arrive pas. Voilà l'impasse par rapport à ces actions-là. On peut mobiliser les médias, on anime une émission avec les enfants où ils revendiquent un certain nombre de choses. On essaie par un jeu de questions-réponses qui se posent entre eux de montrer que ça et ça et ça ne va pas. Mais c'est toujours le statu quo, rien ne change, etc. Il y a des autorités qui ont vendu leur âme au diable. Alors finalement, on s'est dit, toutes ces actions bien énumérées, bien présentées, bien structurées, produiront quoi finalement? Voilà un peu l'obstacle. Ouais. Mais Désiré, je te trouve très pessimiste. Je crois que ce n'est pas dans ta nature. Mais c'est vrai que parfois, face aux circonstances auxquelles on est confronté, on est tenté d'avoir ce sentiment de pessimisme. Ce que je ne vous reproche pas d'ailleurs, mais je crois que lorsqu'on est dans une démarche de plaidoyer, je crois que je peux le dire, hein, malheureusement, on ne s'entend pas au résultat après une semaine. On travaille sur le long terme. D'ailleurs, je crois que le plaidoyer n'est jamais terminé. Il y a une sorte de plaidoyer qui s'inscrit dans la durée, en fait. Mais par rapport aux résultats qu'on essaie, on a bien ficelé les choses, on a fait le diagnostic, on a mis en place une stratégie, des méthodes, on a impliqué les enfants. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on implique les enfants, c'est pas pour le plaisir d'impliquer les enfants. C'est aussi pour dire aux autorités, aux adultes que les décisions que vous prenez, ce n'est pas pour vous les adultes, mais vous les prenez pour le futur. Vous les prenez pour les générations futures. Et je crois qu'il n'y a pas plus préoccupant que pour une autorité que de voir les générations futures avoir une vie meilleure que celle vécue par les adultes aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que l'implication des enfants fait sens. Et donc, interpeller les autorités à travers le témoignage des enfants, le vécu des enfants, a vocation à permettre à ce que les autorités soient davantage portées vers l'action, vers des actions visant le changement. C'est ce qu'on espère en tout cas. Et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour le faire. Si au niveau local, ça ne porte pas des fruits, il faut que l'action puisse être portée au niveau national. Si au niveau national,
il n'y a pas de résultat, on peut aller au niveau international. C'est pour ça d'ailleurs que le fait d'être membre du réseau BICE vous donne la possibilité de pouvoir associer le plaidoyer international au plaidoyer local. Ce que les autorités n'acceptent pas au niveau local, ils seraient bien contraints de l'accepter ou de l'intégrer si le message ou une recommandation donnée vient par rapport au problème de l'international. Si le comité des droits de l'enfant réitère ce que vous avez dit aux autorités, à la DIVAS, à l'Assemblée provinciale, au gouverneur, si ces messages reviennent, cela veut dire que il y a un certain nombre de niveaux qui réclament la même chose. Au-delà de ça, je crois que si vous arrivez à obtenir en fait des recommandations visant justement le problème concerné, ça pourrait être repris, en fait, cette recommandation pourrait être reprise par des agences des Nations Unies qui travaillent dans le domaine. Par exemple, l'UNICEF peut dire, voilà, il y a une question de l'enregistrement des naissances qui a fait l'objet de recommandations de la part du comité des droits de l'enfant, et cela a été le fait de votre action. Par le message que vous avez porté, vous avez réussi à intégrer dans les recommandations finales, dans les conclusions finales du comité de l'enfant, cette recommandation spécifique à l'enregistrement des naissances. Et donc, ça doit rentrer, ou ça rentre en fait, dans le PTA, dans le programme, comment on va dire, le PTA, c'est le programme annuel de l'UNICEF, par exemple, qui va intégrer la question de l'enregistrement des naissances dans sa planification. Donc, ce que vous n'avez pas pu obtenir directement du gouvernement provincial, vous pouvez l'obtenir auprès des instances internationales, le comité de l'enfant, ou auprès des agences des Nations Unies et l'UNICEF. Voilà un peu, donc, la réponse peut venir de l'autorité visée, ça peut venir d'une autre autorité supérieure, ça peut venir du régional, donc le comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, ça peut venir de l'international, le comité des droits de l'enfant, ça peut venir aussi du local, mais à partir ou à travers les organisations internationales, que ce soit le FUMIA ou l'UNICEF. Voilà les éléments de réponse que je voudrais porter à ton inquiétude, par rapport à l'inquiétude que tu as soulevée. Vous pouvez bien évidemment poser vos questions, faire vos commentaires, exprimer des inquiétudes, parce que la participation des enfants est une bonne chose, tout le monde le reconnaît, mais sa mise en œuvre pose souvent problème, parce qu'il y a des précautions à prendre. On ne peut pas juste laisser les enfants participer ou organiser des choses, il faut être derrière pour l'encadrement, pour la sécurisation et pour la protection. Donc, c'est pour ça que il me semble important de pouvoir prendre en compte toutes les dimensions nécessaires. Il y a un consensus sur le fait que la participation des enfants dans un processus de plaidoyer concernant les questions des droits de l'enfant génère une plus-value. Ça, c'est une certitude. Mais maintenant, comment organiser les choses pour que cette participation puisse justement permettre d'avoir les résultats escomptés pour justement adresser l'inquiétude que Désiré posait tout à l'heure. On fait les choses de manière professionnelle, de manière organisée, mais vis-à-vis des autorités qui, dit-il, ont vendu leur âme au diable, ne bougent pas en termes de changements à apporter. Mais on sait que lorsqu'on prépare bien les enfants, que les messages apportés sont bien articulés, le pouvoir et la puissance de ce message porté par les enfants peut fléchir la position des dirigeants qui seraient dans l'obligation, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas de prendre des mesures. Ou en tout cas, la participation des enfants a vocation à permettre davantage de résultats dans le cadre du plaidoyer. Oui, mais je trouve aussi qu'il y a un préalable pour ce qui est de l'éducation des bases. Parce qu'en famille, cette liberté d'expression, on la donne rarement à l'enfant. En famille, l'enfant est rarement même consulté. Même pour ce qu'il doit manger, on ne le consulte pas le matin pour dire « je vais laisser autant de dollars, qu'est-ce que tu veux manger ?» Ce manque de consultation, ce manque de liberté d'expression, arriver à l'école, c'est la rigueur, la discipline, la chicotte même, parce que dans certains coins, ça existe encore. Alors tout cela
nous façonne un enfant qui, dans un plaidoyer, aurait des difficultés à agir tel que nous le souhaitons. Alors, je pense qu'il y a des actions à engager envers les parents, envers la communauté, pour qu'on ait cette culture d'associer l'enfant, de lui permettre d'exprimer sa pensée et de ne pas souvent l'étouffer. Parce que il y a même des familles où quand papa arrive au salon, tous les enfants fuient. Ils disparaissent dans les chambres. Et c'est que quand on est appelé, qu'on apparaît pour recevoir seulement des ordres et exécuter, et c'est tout. Donner son point de vue, là, vraiment, c'est rare. Alors donc, il y a toute une action aussi à mener envers les parents pour améliorer cette éducation des bases et au niveau aussi des enseignants, et pour que l'on sache que l'opinion de l'enfant compte et surtout pour tous les problèmes qui le concernent, il doit être associé. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Je crois que vous avez touché du doigt un problème essentiel. Hein, et je crois que le problème n'est pas seulement en Afrique, ça se trouve un peu partout, y compris en Occident. La participation des enfants, tout le monde le dit, tout le monde l'affirme, tout le monde dit que ça va dans l'intérêt supérieur de l'enfant, mais sa mise en œuvre pose problème. Mais ça, le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité en Afrique, en fait. Donc, vous placez la participation des enfants dans un contexte plus global, non pas seulement uniquement dans le cadre de la participation au processus de plaidoyer, mais la participation de l'enfant tout court sur les questions le concernant au sein de la famille et à l'école. Non, c'est vrai. Je crois que en tant qu'organisation de la société civile, il vous appartient justement de porter cette éducation des adultes, éducation du personnel enseignant, éducation des parents, éducation des forces vives de la nation, éducation des policiers par rapport à la nécessité d'intégrer la participation des enfants, de créer ces espaces d'expression favorables à la participation des enfants. Donc, je crois que la création, par exemple, des child clubs, des clubs des enfants, la participation des enfants dans les comités locaux de protection junior, par exemple, la participation des enfants dans des clubs qui font des sketchs, des théâtres et autres, ça, ce sont des outils qui permettent justement de préparer l'enfant. Et parlant de préparation, justement, je crois que c'est fondamental. Moi, j'ai une conviction, la préparation pour le plaidoyer, j'entends, j'ai une conviction. Je crois que chaque enfant, quelle que soit sa situation, quel que soit son niveau d'études, peut exprimer des choses, peut articuler des choses par rapport à sa situation. Il est même en capacité de s'exprimer, de parler pour les autres. Quel que soit son niveau d'études et autres, il peut exprimer les choses dans sa langue. Donc, ce qui est important, c'est de créer l'espace, c'est de favoriser l'éclosion, la libération de la parole. Parce que si on ne donne pas la possibilité à l'enfant de pouvoir exprimer les choses, il va garder ça pour lui. Ou si on ne forme pas l'enfant, on ne l'éveille pas à un certain nombre de choses, il ne pourra pas s'exprimer. Il va croire que les choses sont faites ainsi et qu'il est là, il doit subir. Non. Arrivé à un certain niveau, il est important de dire ça ne devrait pas se passer comme ça. La violence à l'école, ce n'est pas normal. Et donc, l'enfant qui subit la violence à l'école doit avoir un espace, un environnement qui lui permet de pouvoir exprimer justement son malaise, de pouvoir exprimer ses inquiétudes, ses préoccupations, de partager son témoignage et d'avoir un environnement qui lui permet de pouvoir le faire. Et donc, c'est à vous, lorsque vous voulez associer les enfants à un processus de plaidoyer, de créer justement ce cadre préparatoire, cette phase préliminaire, en tout cas, c'est d'établir les conditions idoines qui leur permettent justement de pouvoir exprimer ce qu'ils veulent. Et on a vu que ça peut se faire par une expression orale, ça peut se faire par une expression artistique, ça peut se faire par une expression culturelle, ça peut se faire par différentes formes d'expression. Et donc, à vous de mettre en œuvre ces différentes formes, ces approches-là, pour pouvoir donner la possibilité aux enfants de faire émerger les préoccupations, leurs inquiétudes, leurs espoirs aussi par rapport à une situation donnée.
Donc, c'est vrai, le problème se pose de manière générale dans la société, la place de l'enfant, l'espace dédié à l'enfant, les possibilités, les opportunités qu'on lui offre de pouvoir s'exprimer, mais aussi dans le cadre plus précis du plaidoyer, comment est-ce qu'on peut débloquer les choses pour que l'enfant puisse participer de manière pleine et entière au processus de plaidoyer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est satisfaisant, quoi. Nous réfléchissons à haute voix, on voit ce qui peut être fait, c'est important. Oui, Yao, bonjour à tout le monde. Je suis en train d'écouter un peu le débat et merci pour ça, lié à la participation des enfants. Et effectivement, la question que Désiré a soulevée, c'est vraiment une question aussi pertinente par rapport à la culture, à l'éducation de base. Et je crois, Yao, vous avez donné aussi pas mal d'explications sur ce que nous faisons déjà sur le terrain, notamment la participation au niveau des clubs d'enfants, qui est vraiment un cadre où les enfants sont en train de s'exprimer. L'approche de résilience aussi que nous avons, qui permet aux enfants de s'exprimer à travers les dessins. Parce que ça, on a compris que parfois, les enfants qui n'ont pas un cadre, comment il faut parler, il faut toujours chercher comment ils doivent le faire. Par exemple, dans les écoles, on avait un problème de dénonciation. Donc, les enfants savaient des situations, mais ne savaient pas comment les dire tout haut. Et à travers le sketch, ils devraient dénoncer certaines situations. Donc, les enfants vont jouer exactement les scènes comme ils les ont vécues. Donc, mais si on les disait de parler, il y avait moins qui étaient en train de parler par peur de représailles. Peut-être une culture aussi, c'est qu'un enfant ne peut pas parler quelque chose sur un adulte. Et voilà, il y a aussi des questions par rapport aux enfants qui sont victimes de bourreaux, qui sont proches membres des familles. Et ça, on a remarqué qu'il faut toujours voir un langage qui trouve vraiment un cadre. Donc, le langage est aussi des cadres qui les permettent vraiment de s'exprimer. On comprend que les adultes dans l'ensemble n'ont pas vraiment cette culture-là de mettre un cadre favorable, que ce soit dans les écoles. Donc, parce qu'on sait, bon, les enfants mentent toujours. S'il faut parler, les enfants mentent toujours. Les enfants ne savent rien. Tout ça. Il y a cette perception, ce stéréotype par rapport à la question des enfants. Mais quand on change de regard, par exemple, pour nous qui sommes acteurs, parfois nous avons noté que même dans les structures, dans les centres dans lesquels nous travaillons, parfois nos prestataires même ont de différents types de regards par rapport aux enfants. Parce que c'est une question culturelle. Alors, il y a la communication que nous sommes en train de faire et les espaces qui sont offerts aux enfants. Vraiment, ce sont des cadres qui permettent aux enfants de participer dans les processus. Donc, il s'agit seulement de travailler sur l'environnement qui les permet de se sentir à l'aise, d'être impliqués. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Voilà, merci. Merci Béné pour le partage édifiant. D'autres interventions, d'autres commentaires, d'autres observations? Voilà, je crois que il n'y a pas d'autres interventions pour le moment, mais je crois que je voudrais réitérer une fois encore l'importance de la participation des enfants de manière générale dans l'ensemble de vos activités et de manière plus spécifique dans celles concernant le plaidoyer. Et donc, à ce titre, il est important de prendre des précautions en termes d'encadrement, en termes de mesures de sécurité, en termes de protection des enfants qui sont engagés dans le cadre du plaidoyer. Il faut au préalable préparer les enfants et il y a plusieurs types de préparation. Il faut créer le cadre nécessaire pour que les enfants puissent s'exprimer. Et l'expression peut être faite de différentes manières, que ce soit de manière culturelle, artistique, verbale ou autre. Parce qu'on peut avoir aussi des enfants avec handicap qui ne peuvent pas exprimer les choses de manière verbale. Donc, on peut toujours avoir des mimiques ou d'autres manières pour exprimer les choses. Donc, il faudrait offrir ce cadre, créer ce cadre-là pour que les enfants puissent exprimer un certain nombre de choses, leur opinion. Et ensuite, il faudrait que la participation puisse se décliner à travers les différentes étapes, que ce soit au niveau de la préparation, je l'ai déjà dit, au niveau du diagnostic, au niveau de la mise en œuvre, au niveau du suivi-évaluation, voilà, du suivi et évidemment de l'évaluation. Et donc,
Voilà, tous ces éléments réunis vous permettent justement de systématiser davantage vos actions de plaidoyer. On a vu dans quel type d'activité on peut impliquer les enfants. Il est nécessaire de penser à combiner les activités, de ne pas s'arrêter à une activité donnée, mais de faire en sorte que une activité de sensibilisation donne lieu à une activité de plaidoyer en termes d'activité de fond, par exemple, et qui permet justement de faire le suivi d'une activité déjà menée. Parce que si vous arrêtez à une activité de manière épisodique, vous n'aurez pas le résultat escompté. C'est peut-être aussi le fait que les actions ne sont pas menées de manière consistante dans la durée qu'on n'obtient pas de résultats. Si on fait aujourd'hui quelque chose de manière spectaculaire, demain, et qu'on ne fait rien, l'autorité va se réjouir parce que c'est ce que les autorités aiment. Ils disent que c'est juste un feu de paille qui va s'éteindre. Donc, il faudrait avoir une sorte de logique de pérennité dans vos actions. Et on l'a déjà dit dans la stratégie, la planification. Si, par exemple, vous pouvez identifier des dates spécifiques qui peuvent constituer l'apothéose de vos activités, par exemple le 16 juin, qui arrive là, peut vous permettre de donner plus d'emphase à une activité que vous meniez depuis. Mais voilà, au 16 juin, qui est la journée de l'enfant africain, vous avez la possibilité de mettre davantage parce que l'ensemble des médias sont focalisés sur des activités à organiser dans le cadre du 16 juin et une activité dans le cadre, par exemple, de la violence en milieu scolaire peut davantage résonner au niveau des médias et voilà, et qui pourra retenir l'attention des médias. Il y a le 20 juin qui est la journée de l'enfant qui vous permet aussi de pouvoir organiser des activités d'apothéose pour pouvoir marquer le coup et faire en sorte que voilà. Et lorsque on parle de participation des enfants, il ne faudrait pas que vous fassiez les choses de telle sorte que les autorités soient écartées, mais il faudrait associer les autorités plus. Je le disais aussi dans le cas d'une marche, par exemple, lorsque vous effectuez une marche et que vous arriviez au perron de l'Assemblée provinciale, il faudrait qu'à ce moment-là, vous puissiez être accueillis par le président de l'Assemblée provinciale, à qui vous remettez votre papier de position, ou en tout cas un document regroupant vos doléances et vos recommandations, ou que vous rencontriez par exemple la personne qui est en charge de la commission des droits de l'enfant ou en charge de l'enfant, de la femme au sein de l'Assemblée provinciale. La même chose, lorsque vous allez à la mairie, il faudrait le bourgmestre puisse vous accueillir et ensuite faire en sorte que vos doléances soient attendues et que vous obteniez de la part de cette autorité des promesses, un calendrier de rencontres et que vous suiviez ensuite les calendriers. Je répète encore que pour éviter que les actions de plaidoyer ne puissent pas porter des fruits ou qu'on rencontre des difficultés, il faudrait que l'action s'inscrive dans la durée, soit planifiée et qu'il y ait des actions de suivi, pas juste une action menée de manière spectaculaire et qu'on s'arrête, mais il faudrait du suivi qui se fasse de manière régulière. Voilà l'ensemble des éléments que je souhaitais porter à votre attention. Voilà. Désiré? Bien, pour ce qui est des actions de suivi, comme vous le dites, que ce ne soit pas de la paille allumée qui s'éteint juste après, il faut avoir accès à l'autorité selon un calendrier arrêté de commun accord. Mais se pose un problème, c'est que pour voir une autorité, il faut une audience. Je me souviens que pour voir le maire de la ville, j'avais demandé une audience et j'ai fait 1 mois sans accéder à la personne. Et quand j'appelle, il ne décroche pas. Pour vous dire que c'est vraiment complexe. Il y a des gens qui n'atteignent pas leurs engagements et pourtant ce suivi-là est nécessaire parce que nous venons de le voir et l'action de plaidoyer, c'est une action continue qui ne peut pas réussir en un seul jour. Alors, devant de telles barrières voulues, où on dit, bon, on est occupé, on est en réunion, vous sentez vraiment qu'on fait tout pour vous refouler. Et en adulte, on s'est dit, mais est-ce qu'il faut continuer jusqu'à quand? C'est aussi un problème, ça. Cette persévérance
dont on doit disposer pour pouvoir atteindre l'objectif. Et vous aviez évoqué précédemment qu'on peut utiliser même des voies informelles pour arriver à l'atteindre. Bon, passer par les conseillers, passer par les cousins, passer par les beaux-frères, tout ça c'est bon. Mais tant que la bonne volonté de vous recevoir n'est pas là, cela constitue un problème. Et c'est là, pour moi, c'est fondamental. Et dire qu'on peut sortir ces autorités, alors que peut-être sur les plans de la hiérarchisation des responsabilités, c'est par elles qu'il faut d'abord passer. Cela constitue un véritable problème. Voilà un commentaire que je voulais placer. Oui, ce que vous dites est tout à fait pertinent. Et ce que je vais dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, certes. Mais je crois que si on revoit les activités, par exemple, il y a certaines activités qui sont destinées à forcer la main à l'autorité. L'autorité qui ne veut pas vous recueillir, vous recevoir, vous accueillir, se voit forcer la main par un certain nombre d'activités. Le sit-in, par exemple, est destiné à forcer la main à l'autorité. Lorsque vous faites une caravane, par exemple, vous faites des banderoles sur les réseaux sociaux, des campagnes sur les réseaux, ces activités sont destinées à forcer la main quelque part aux autorités, non pas à les obliger, mais en tout cas à les pousser, à leur mettre la pression pour que des mesures soient prises. Ça, c'est important. Si vous voyez que l'autorité ne souhaite pas ou ne veut pas vous recevoir, je crois j'ai constaté que les autorités, en tout cas en RDC, veulent toujours être, que les audiences soient demandées par voie officielle. Ça, il faut le faire. Donc, une lettre demandant une audience. Vous attendez, il n'y a pas de réponse, vous suivez la lettre que vous avez introduite précédemment. Il n'y a pas de réponse, c'est à ce moment que vous pouvez organiser des activités susceptibles de lui forcer la main. Parce que, quelque part, un bourgmestre, c'est un élu local. Il doit son élection aux électeurs. Et donc, on peut aussi, à partir de là, en tant qu'élu, il est redevable envers les électeurs et on peut justement lui mettre la pression à partir de ce fait-là, que le fait que il doit sa présence à ce poste au suffrage des électeurs. Vous voyez? Donc, c'est une manière de lui forcer la main. Et en plus, on peut faire du sitting au niveau de la mairie pour faire en sorte que vos doléances soient... Et le plus souvent, lorsqu'on fait un sitting ou c'est un genre de manifestation interpellant une autorité, il vous reçoit le lendemain ou vous reçoit sur le champ. Et ensuite, ça se débloque. Ou en tout cas, si ça ne se débloque pas, il y a d'autres actions qui devraient suivre pour que l'autorité finisse par prendre les mesures que vous souhaitez. Voilà un certain nombre d'éléments que je souhaitais ajouter. Je ne sais pas si ça fait sens à votre niveau, mais en tout cas, je crois que le mot-clé ici, c'est la persévérance. On ne peut pas s'arrêter à une activité donnée, à une action donnée. Il faut toujours faire en sorte que l'action s'inscrit dans le temps. Ça peut être une seule activité, mais qui se répète dans le temps pour justement atteindre l'objectif escompté. Voilà, donc puisqu'il n'y en a pas, voilà, c'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Je crois que nous avons ensemble effectué ces 4 séances. La prochaine séance aura lieu le 2 juin et ça va porter justement sur le suivi, sur la capitalisation, l'évaluation, le suivi et le plan d'action du plaidoyer. Nous aurons l'honneur d'avoir le professeur Bruno van der Maat, qui fait partie du conseil d'administration du lycée. C'est un Belge, mais qui est basé à Lima, au Pérou, qui enseigne à l'université de Lima et qui nous entretiendra justement dans le cadre de cette 5e séance. Il me reste qu'à vous remercier. Merci à Diego, merci à Vanessina et merci à vous tous qui avez participé à cette 4e séance. Voilà, merci. Ciao.